On va commencer avec une idée assez provocatrice, je trouve. D'ici 2026, 98% des gens resteraient financièrement bloqués. Hmm. Et la raison, ce n'est ni le manque de travail, ni le manque d'opportunités. Le vrai problème, ce serait l'ignorance de 12 lois psychologiques sur l'argent. C'est un point de départ qui est essentiel. On a tellement tendance à voir la finance comme des maths, des tableurs Excel. De la logique pure, oui. Exactement. Mais en réalité, c'est peut-être 80% de psychologie et 20% de maths. Notre relation à l'argent, elle est dictée par nos émotions, nos croyances profondes, des trucs qu'on ne soupçonne même pas. C'est exactement l'objectif du jour alors. On va plonger là-dedans, essayer de décortiquer cette programmation mentale. D'accord. Pour comprendre comment notre cerveau, finalement, peut nous saboter sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, comment certains arrivent à reprogrammer ça pour attirer l'abondance. Absolument. On va explorer ce qui se passe dans notre tête, en suivant ces 12 lois, pour voir un peu la logique d'ensemble. Parfait. Alors on commence par la base, la fondation de tout, la première loi. Cette croyance que l'argent est sale. Ah, un grand classique. On les a tous en tête, ces petites phrases. Les riches sont des voleurs, l'argent ne fait pas le bonheur. On pense que c'est anodin, mais l'impact est énorme. C'est ça. J'aime bien l'analogie qui est utilisée. L'argent serait juste un amplificateur. Il ne corrompt personne, il révèle et amplifie qui on est déjà. Et ce qui est fascinant, c'est le mécanisme psychologique derrière. C'est ce qu'on appelle la cohérence interne. Si au fond de vous, vous êtes persuadé que l'argent est mauvais, votre subconscient va tout faire pour s'en débarrasser. Pour rester aligné avec sa propre croyance. Pour rester aligné, exactement. C'est une forme d'auto-sabotage pour maintenir une paix intérieure, quoi. Pour casser ça, il y a une technique de reprogrammation qui est suggérée. Oui, D'abord, on identifie sa croyance. On l'écrit. Par exemple, pour être riche, il faut être malhonnête. d'accord. Et ensuite, on la retourne. On écrit l'inverse, une croyance positive. Quelque chose comme « je peux devenir riche en apportant une immense valeur aux autres Voilà. Et la clé, c'est la répétition. L'idée, c'est de se répéter cette nouvelle phrase 50 fois par jour pendant 21 jours minimum. ». Ça peut paraître un peu une méthode couée, non? On pourrait le penser, mais c'est de la neuroplasticité appliquée en fait. On force le cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Au début, ça sonne faux. C'est artificiel, mais à force, le cerveau commence à accepter cette nouvelle vérité. On construit une nouvelle autoroute mentale en quelque sorte. Et cette idée que l'argent est mauvais, elle est souvent liée à la deuxième loi, la mentalité de rareté. Ah oui, les deux vont souvent ensemble. Cette vision du monde comme un gâteau limité. Si mon voisin prend une grosse part, il en reste moins pour moi. C'est une programmation qui vient de loin, de notre cerveau reptilien. Il est programmé pour la survie, pour protéger les ressources qui, à l'époque, étaient vraiment limitées. Le problème, c'est que ce logiciel n'a pas été mis à jour pour le monde moderne. Et la vision opposée, ce serait celle de la boulangerie infinie. C'est une belle image. La réussite de quelqu'un d'autre ne m'enlève rien. Au contraire, ça prouve que c'est possible, ça crée des opportunités. Alors comment on bascule de l'une à l'autre? L'exercice proposé est un simple changement de langage. Au lieu de se dire « je n'ai pas les moyens Hmm. », on se force à poser la question « comment puis-je me le permettre ?» Et ça, en fait, ça change tout. La décision financière la plus importante, c'est la façon dont on se parle à soi-même. C'est exactement ça. Je n'ai pas les moyens, c'est une porte fermée. Le cerveau s'arrête. Alors que comment puis-je me le permettre? C'est un point de départ. Ça force le cerveau à chercher des solutions. On passe d'un état de victime à un état de créateur. Et si on combine ces deux premières lois, on arrive à la troisième, décrite comme la plus destructrice. Le sentiment de ne pas mériter la richesse. Le fameux syndrome de l'imposteur financier. C'est la suite logique. Si l'argent est sale et rare, alors en vouloir et pire, en obtenir, ça fait de moi quelqu'un d'illégitime. C'est souvent lié au message qu'on a reçu enfant, reste à ta place, c'est pas pour les gens comme nous. On en voit les conséquences partout. Les gagnants du loto qui perdent tout, ou plus subtilement, quelqu'un qui va refuser une promotion parce qu'il ne se sent pas à la hauteur du nouveau salaire. C'est une force d'auto-sabotage incroyable. Pour la contrer, il y a un exercice de déprogrammation radicale qui est assez intense. Ah oui, Il s'agit de se regarder dans un miroir chaque matin, droit dans les yeux, et d'affirmer à voix haute « Je mérite l'abondance, je suis digne de richesse ça doit être difficile au début. ». Très. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est précisé que si on se sent ridicule, si on a envie de pleurer, c'est en fait un très bon signe. Ah bon? Pourquoi? Ça veut dire qu'on a touché le blocage émotionnel profond. C'est là que le vrai travail commence. Une fois qu'on a un peu solidifié ses fondations mentales, on peut passer à l'action. Et là, on s'attaque à un mythe. La quatrième loi.
Travailler dur pour réussir. Disons que c'est incomplet. Travailler dur est souvent nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Des millions de gens travaillent très dur sans jamais s'enrichir. La nuance, c'est de travailler intelligemment. C'est ça. Ça veut dire arrêter d'échanger son temps, qui est limité, contre de l'argent. Les personnes qui s'enrichissent, elles construisent des systèmes, des actifs. Elles utilisent un effet de levier pour que leurs revenus ne dépendent plus directement de leurs heures de travail. Il y a un test de vérité tout simple pour savoir où on en est. Il suffit de comparer le temps qu'on passe à consommer passivement, Netflix, les réseaux sociaux. voilà, et le temps qu'on passe à créer activement de la valeur. Apprendre une compétence, développer un projet. Ça donne une bonne idée de sa trajectoire. Et cette gestion du temps, elle est liée à la 5e loi J, le sabotage par les émotions. Nos décisions financières sont constamment polluées par des biais. L'aversion à la perte, par exemple, qui nous fait ressentir une perte 2 fois plus fort que le plaisir d'un gain. Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne des gens qui vendent tout en panique quand le marché baisse et qui achètent en pleine euphorie quand tout est au plus haut. On fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est pour ça que Warren Buffett dit que la qualité la plus importante, c'est pas le QI, c'est la stabilité émotionnelle. La meilleure solution contre ça, c'est l'automatisation. C'est-à-dire, Mettre en place des virements automatiques. Chaque mois, l'argent part vers les investissements, sans qu'on ait à y penser. On devient une machine qui suit un plan, insensible à la peur et à l'euphorie du moment. On retire l'émotion de l'équation. d'accord. Et cette maîtrise émotionnelle nous amène à la 6e loi sur le fameux « l'argent ne fait pas le bonheur La nuance qui est apportée est essentielle, mais sans argent, c'est souvent l'enfer. ». C'est vrai. L'argent n'achète pas le bonheur qui est un état interne, mais il élimine les sources de malheur. Le stress des factures, le manque de choix, il achète la liberté, la sécurité. Ça libère un espace mental énorme. Le piège, c'est de le voir comme une fin en soi. Exactement. Le poursuivre pour le chiffre, ça mène à l'anxiété. La clé, c'est de le voir comme un outil au service d'un pourquoi plus grand. Aider, créer, voyager. Quand l'argent sert une mission, il devient un allié. Passons à du très concret avec la 7e loi, notre relation au solde de notre compte en banque. Ça en dit long apparemment. Oui, il y a 2 extrêmes, aussi toxiques l'un que l'autre. D'un côté, l'obsession anxieuse, la personne qui regarde son compte 10 fois par jour. Ça paralyse. Et de l'autre, le déni total, la politique de l'autruche. On a tellement peur qu'on ne regarde jamais. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Donc l'approche saine, c'est celle du pilote d'avion. On regarde le tableau de bord, sans paniquer mais sans l'ignorer, juste pour être informé. Précisément, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Une action très simple est suggérée. Suivre chaque dépense, même le café, pendant 30 jours, juste pour prendre conscience. C'est souvent un électrochoc. Et ça mène directement à la 8e loi, la lutte contre la gratification immédiate. Le test du marshmallow, mais pour les adultes. C'est tout à fait ça. Chaque euro dépensé impulsivement aujourd'hui, Est un euro qui ne travaillera pas pour nous plus tard. pire, avec les intérêts composés, cet euro aurait pu valoir 10 ou 20 euros dans 30 ans. C'est un vol contre notre futur nous. C'est un shoot de dopamine, l'achat impulsif. Un plaisir bref suivi de culpabilité. Et la solution proposée, c'est la règle des 48 heures. Oui, pour tout achat non essentiel de plus 50 euros, on s'oblige à attendre 2 jours. C'est simple, mais redoutable. Pourquoi ? Parce que ce délai dissocie le désir de l'action. L'émotion retombe, la logique revient, et le plus souvent, on réalise que l'envie a disparu. On tue l'impulsivité. D'accord, on a les bases mentales, la discipline, parlons stratégie. La 9e loi, c'est la peur d'investir. Le plus grand obstacle pour beaucoup. On connaît tous le refrain « le marché est trop haut, je vais attendre que ça baisse, c'est trop risqué ». Et cette peur, cette inaction, elle a un coût astronomique. Un exemple simple. 100 000 euros placés à 7% sur 30 ans, ça rapporte plus de 500 000 euros de plus que la même somme sur un livret à 3%. Le plus grand risque, ce n'est pas d'investir, c'est l'inflation qui ronge l'épargne. Alors, pour contrer cette peur, la solution, c'est une technique, le DCA, Dollar Cost Averaging. Investissement programmé en français. C'est simple, on investit une somme fixe chaque mois à la même date, quoi qu'il arrive. Que le marché monte ou qu'il s'effondre. Exactement. Ça élimine l'émotion et le besoin de timer le marché, on lisse son prix d'achat et on profite même des baisses pour acheter plus de parts. C'est la meilleure arme psychologique de l'investisseur. Et cette approche nous amène à la 10e loi, la différence entre paraître riche et être riche. Un point crucial. La société nous pousse à afficher des signes extérieurs de richesse. La voiture, la montre. C'est le paraître riche. Oui,
Et le paradoxe de la voiture de luxe illustre ça parfaitement. On l'achète pour que les gens nous admirent. Mais en réalité, les gens admirent la voiture. Ils se disent « Waouh, si j'avais cette voiture !» Pendant ce temps, le propriétaire est souvent endetté. Alors que la vraie richesse, elle est invisible. Exactement. La vraie richesse, c'est le portefeuille d'actions, l'immobilier locatif, les actifs qui travaillent pour vous en silence. La règle d'or, c'est de vivre en dessous de ses moyens et d'investir la différence. Les vrais millionnaires sont souvent très discrets. Ce qui nous amène à la 11e loi, la plus mathématique mais peut-être la plus révélatrice. Le taux d'épargne est plus important que le salaire. C'est totalement contre-intuitif, mais les chiffres sont implacables. Quelqu'un qui gagne 2000 € et en épargne 1000, donc 50%, deviendra libre bien plus vite qu'un cadre qui gagne 10 000 € mais en dépense 9 500. Les chiffres du mouvement FIRE sont hallucinants sur ce point. Oui. Avec 10% d'épargne, il faut environ 50 ans pour être libre. Si on passe à 50%, on tombe à 16 ans. La question n'est plus combien je gagne, mais quel pourcentage de mon revenu j'arrive à transformer en liberté. D'accord. Il y a même une formule pour calculer son chiffre de liberté, c'est dépenses annuelles multipliées par 25. C'est le capital nécessaire pour que les rendements couvrent le train de vie. Ça rend l'objectif concret. Loi qui résume tout. L'argent est un jeu. Et pour gagner, il faut connaître les règles. Et la plupart des gens jouent sans les connaître. Mais ce qui est rassurant, c'est que les règles sont simples. Ça ne demande pas un QI de génie, mais de la discipline. Règle numéro 1, se payer en premier. Le virement automatique dès que le salaire tombe. Voilà. Règle 2, acheter des actifs, pas des passifs. Et règle 3, réinvestir systématiquement les gains pour enclencher la magie des intérêts composés. Et la règle ultime, au-dessus de tout ça, La patience et la discipline, maintenue sur des décennies. C'est un marathon, pas un sprint. Et c'est là que 98% des gens abandonnent. donc si on résume, notre compte en banque est juste le miroir de notre psychologie. Connaître ses lois, c'est avoir la carte du jeu. Mais ça ne sert à rien si on ne bouge pas. C'est un choix. Rester dans les 98% qui subissent les règles ou rejoindre les 2% qui les appliquent. C'est un ensemble d'outils vraiment puissants. Si ce genre d'analyse plaît à ceux qui nous écoutent, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de s'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une dernière piste de réflexion. On a beaucoup mis l'accent sur la discipline individuelle comme étant la clé de tout. Mais si c'est le cas, quel est le véritable rôle de notre environnement, la société, la culture, l'éducation, dans le renforcement ou, au contraire, dans le sabotage de cette discipline dès le départ ?